Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 23 septembre 2021. Le marché des crypto-monnaies reprend un petit peu des couleurs. Est-ce que c'est juste un petit rebond avant une continuation baissière? C'est la question qu'on se pose. Du coup, comme d'habitude, on va commencer par le Bitcoin, essayer d'identifier ensemble les niveaux de résistance et de support intéressants, voir ce qui pourrait se passer à l'avenir. L'Ether, lui, se situe à 3100 $, donc il se comporte plutôt pas mal. Les altcoins, de façon générale, se comportent bien. On va visualiser ça également sur l'altcoin dominance. Et je vais terminer cette émission en vous parlant de deux crypto-monnaies que j'ai achetées hier, que j'ai ajoutées à mon portfolio, à des pourcentages faibles, c'est pour faire de la diversification, et qui me semblent relativement intéressantes. Allez, c'est parti pour le Bitcoin, je vais me mettre en logarithmique et je vais simplement rappeler les objectifs haussiers. Si on a une continuation de bull run, jusqu'où est-ce que le Bitcoin pourrait aller? Dans un premier temps, il faut savoir que le niveau psychologique des 100 000 reste un niveau très intéressant, puisque, comme vous le savez, c'est un niveau psychologique où beaucoup de personnes voudront potentiellement vendre leur crypto-monnaie à ce moment-là. Il y a tout d'abord sur les objectifs les 161,8 de Fibo. Regardez, ils ont été atteints ici. Il y a eu deux bougies de retracement, mais on voyait que le marché avait envie d'être beaucoup plus bullish que ça derrière. Donc c'était les 36 000 $ ici atteints en janvier 2021. Derrière, le marché pousse un petit peu plus haut jusqu'à atteindre au mois de mai les 64 000 $ ici au niveau des 261,8 de Fibo. Donc vous voyez sur le Fibonacci que je vous ai placé ici, on a ces objectifs qui sont très bien dessinés avec un marché qui a hésité sur ce point-là, avec des divergences qui se sont installées à la fois en weekly et en daily, et un retour sur la zone ici, finalement, qui représente l'ancienne zone de résistance. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire ensuite au niveau des targets supplémentaires? Si derrière le marché redevient bullish, on a les 423,6 aux alentours des 88 000. Pour moi, c'est une zone très importante. Il va falloir être très prudent à l'approche de cette zone. Il est possible que derrière, on soit potentiellement sur une fin de bull run. Il faut en rester conscient. On pourrait très bien aller beaucoup plus haut, mais les 88 000, pour moi, c'est une zone assez intéressante sur laquelle je pourrais prendre des profits, si jamais on y va, je précise. Et derrière, on a effectivement la ligne psychologique des 100 000. Voilà, si on la touche, il est possible qu'on fasse une mèche dessus pour retracer. Sur l'instant, enfin on va dire le premier moment où on va la toucher. Derrière, on peut effectivement entamer une hausse supplémentaire, sans problème. Mais il y a de fortes chances que sur la première touchette des 100 000 $, si ça arrive un jour, il y a un retracement important. Voilà pour ça, pour les objectifs. Ensuite, les objectifs plus hauts que les 100 000, ça on les déterminera plus tard si jamais effectivement le Bitcoin était amené à y aller. Et je vais revenir du coup maintenant sur cette partie-là et sur ce qui est en train de se passer actuellement. À cet endroit-là, effectivement, pendant cette période, beaucoup de personnes étaient devenues complètement bearish sur le marché. On avait pu analyser à ce moment-là sur à la fois l'order flow et puis à la fois le crypto fear and greed. Donc pour rappel, je vais le faire vraiment très rapidement, mais ceux qui ne connaissent pas tout ça et qui ne comprennent pas, n'hésitez pas à vous abonner, vous allez voir au fur et à mesure du visionnage des vidéos, vous allez comprendre. Le crypto fear and greed indique tout simplement le sentiment du marché. Donc là, on était très très faible, justement, lorsque nous étions sur ces niveaux-là. Le crypto fear and greed était sur le niveau des 10, ce qui veut dire que beaucoup de personnes pensaient que le marché allait continuer à baisser. Sur l'order flow, pendant cette même période, donc ici, à cet endroit-là, effectivement, on pouvait constater, alors là c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, je l'ai déjà fait plusieurs fois et je le referai, on constatait que beaucoup de personnes, grâce à cet indicateur qui est donc le funding rate, predicted funding rate, que beaucoup de personnes vendaient le marché à ce moment-là. Donc pendant cette période, beaucoup de personnes étaient en train de vendre. Et derrière, on sait, bien sûr, que la majorité a tort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le marché est venu établir des nouveaux sommets. Donc, vous voyez, plus haut que les précédents, ce qui veut dire qu'on a touché des stop-loss. Ça, ce sont des personnes qui rentrent en position. C'est pour faire du trading. Donc là, ces personnes-là qui vendaient, finalement, vendaient du Bitcoin qu'ils n'avaient pas. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, comme je le disais. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On les liquide. On fait des nouveaux sommets. On vient toucher leur stop-loss. À chaque fois que les stop-loss sont déclenchés, ça crée des bougies de liquidation comme ça. Voilà. Donc, ce sommet, alors, je vais essayer de me positionner correctement. Vous voyez, cette bougie-là extrême, qui est visualisable ici, a créé cette grosse bougie de liquidation, a déclenché plein de stop loss. Derrière le marché, donc hésite pendant un moment, vous voyez. Pendant cette période d'hésitation, on a le Bitcoin qui fait une dernière petite vague haussière pour aller chercher les 52 000. Et pendant cette période, on a constaté de façon très précise que sur le funding rate, on était neutre. Ce qui veut dire que là, à ce moment-là, il y avait autant de personnes qui passaient à l'achat que de personnes qui passaient à la vente. Donc on était plutôt sur une hésitation de marché, vous voyez. Derrière, la décision a été prise puisque, vous voyez, sur le funding rate, on devient positif. Donc là, énormément de personnes, ça y est, passent à l'achat, redeviennent bullish sur le Bitcoin. Évidemment, au pire moment, regardez sur le graphique, on le constate également sur les analyses,
Pourquoi c'est le pire moment pour redevenir bullish? Eh bien, pour la simple et bonne raison, comme je le dis, que cette poussée est assez rapide, et bien trop rapide même, puisqu'il n'y a pas de W. Regardez, on fait un plus bas, de plus en plus bas. Et là, qu'est-ce qui se passe? On observe en plus que sur le RSI, on a une divergence qui commence à se dessiner. Donc ça sent mauvais. On s'approche en plus de cette ligne de résistance qui avait touché à la fois ce sommet, ce bottom et cette mèche également. Donc ça sentait mauvais, vous voyez. Ça voulait pas dire que ça allait forcément descendre, mais on avait un Crypto Fear and Greed qui commençait à monter de façon un petit peu excessive. On avait beaucoup de personnes qui commençaient à passer à l'achat, visualisable ici sur le falling rate. Et derrière, c'est des personnes qui faisaient des trades. À l'inverse de ce qui se passait ici, là en fait, il y a des gens qui prenaient des positions à la vente. C'est-à-dire qu'ils prenaient des positions comme celle-ci. Par exemple, il y a une personne ici qui se dit, voilà, le marché va continuer à baisser, donc j'achète ici, je vais mettre mon stop loss au-dessus, on va dire, de la dernière bougie qui se trouve par là, et je vais mettre mon take profit plus bas, voilà, comme ceci. Derrière, bim, cette bougie les liquide, en fait, regardez, comme je le disais tout à l'heure, voilà, on les liquide. Là ici, c'était l'inverse, c'est-à-dire que là, c'était une position à l'achat, les gens deviennent bullish, et donc les gens achètent de façon générale. Par exemple, quelqu'un achète du Bitcoin par ici, sur cette bougie rouge là, par ici, voilà, admettons, et là il va mettre son take profit plus haut, bref, ça on va pas s'en occuper. Et le stop loss, où est-ce qu'il va le positionner? Il va dire, voilà, si on descend en dessous par exemple de ces corps de chandelle, je vais positionner mon stop loss, donc par ici, vous voyez, hop, par exemple, hop, liquidé sur la première bougie, attendez, hop, je vais essayer d'enlever ça, voilà, regardez, la première bougie rouge est tout simplement venue liquider tout le monde à cet endroit-là, derrière, directement. Et derrière, voilà, il y a une deuxième petite partie de liquidation à cet endroit-là, sur cette grosse purge. Malgré tout, on voit qu'on liquide beaucoup moins de monde. Donc le mouvement est en train de s'affaiblir, là, à la baisse. Le mouvement s'affaiblit. Le Crypto Fear and Greed retrouve un niveau assez faible. Voilà, là, on est sur les 27. On a également, sur le graphique, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit une divergence? Non. Malgré tout, en daily, il n'y a pas de divergence. Est-ce qu'en 4 heures, on voit une divergence? Non plus. Donc, malgré tout, il n'y a toujours pas la divergence. Le mouvement baissier s'affaiblit, mais il est quand même probable qu'il se poursuive encore. Parce qu'il n'y a pas cette divergence, il n'y a pas encore de W, il n'y a aucune structure, il n'y a rien qui nous indique que là on pourrait redevenir bullish dès maintenant. Malgré tout, on commence ici à voir des vendeurs qui s'expriment. Et donc ce qu'on aimerait voir pour pouvoir imaginer une reprise haussière et pourquoi pas essayer d'acheter au meilleur moment possible, ce qu'on aimerait voir, je dis pas que ça va se passer, mais si ça se passe, il y aura des niveaux très intéressants pour acheter. Même si les niveaux actuels restent tout de même intéressants, parce qu'il y a déjà une purge assez importante qui s'est produite, on est d'accord. Mais peut-être qu'on aura encore une opportunité plus basse. Pourquoi? Parce que si on commence à voir un cours qui continue à descendre, avec cette fois-ci donc sur le cours ici une divergence qui s'installe, on verra ça au fur et à mesure sur les analyses quotidiennes, bien sûr. Si on a ça et qu'en plus on voit à cet endroit-là sur le falling rate que beaucoup de personnes passent à la vente, avec des bougies comme c'était le cas précédemment à l'achat ou ici à la vente, effectivement beaucoup de personnes qui passent à la vente, on voit l'open interest qui remonte, donc beaucoup de Bitcoin qui entrent en position, un Crypto Fear and Greed qui redescend aux alentours des 10, 5, là clairement, si vous avez un Bitcoin entre, comme je le dis, la target dont on parle depuis un petit moment, qui reprend tout simplement les 61,8 de cette hausse, entre les 34 000 et les 39 000, si lorsque nous sommes dans cette zone de rechargement, nous avons toutes ces indications en plus, eh bien on pourra se dire que là potentiellement on sera prêt à avoir un marché qui se retourne, avec effectivement beaucoup de personnes qui deviennent bearish et un marché qui fait l'inverse finalement de ce que la majorité pense. Voilà, j'en ai fini avec l'analyse du Bitcoin pour aujourd'hui, qui était plus centrée psychologie que analyse graphique pure, comme je le fais d'habitude. Après, vous savez, moi je fais pas des analyses complexes, j'aime bien regarder les choses de façon assez claire. J'utilise les Fibo, le RSI, point final, et j'utilise également les lignes de résistance, de support et les trendlines. Voilà, c'est tout. Je ne fais pas d'Ishimoku, je ne fais pas d'héliotisme à proprement parler. Il y a d'autres youtubeurs qui font des analyses spécifiques avec d'autres choses, avec d'autres éléments, d'autres indicateurs. Et c'est également très intéressant, chacun a son approche du marché. Voilà, on n'a pas tous la même, on fait un petit peu chacun ses analyses. Même vous pouvez vous faire votre propre analyse. Vous pouvez faire par exemple un mélange de ce que moi je fais et un mélange de ce qu'un autre youtubeur fait, tout simplement parce que prenant un peu de l'un, un peu de l'autre, et vous faire un petit peu vos propres analyses avec vos propres indicateurs. Voilà, chacun est libre un peu de faire comme il veut, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution sur ce genre de choses. J'en ai fini avec ça, n'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi du coup je vais enchaîner avec l'introduction et on va voir la suite. Allez, c'est parti. Avant de vous passer l'analyse du coup de l'altcoin dominance, de vous montrer les deux cryptos que j'ai achetés hier, et de vous montrer peut-être un petit peu l'Ether, je ne sais pas si on aura le temps de faire tout ça, je vais vous parler d'un tableau que je vous partage. Alors c'est un tableau qui permet de faire deux choses, de récapituler tous ces investissements. Si vous avez de l'argent réparti sur plusieurs plateformes, ça va vous permettre tout simplement d'avoir un récapitulatif global de tout ça.
Également, ça vous permettra de calculer vos plus et vos moins-values. Ce qui est très intéressant, c'est que ce tableau va récupérer le prix des crypto-monnaies en temps réel. Donc vous allez pouvoir ajouter toutes les crypto-monnaies que vous voulez, que vous avez dans votre portefeuille en fait, ici, et derrière, leur prix est cherché en dollars et en euros, grâce à un petit programme. Vous allez pouvoir mettre jusqu'à 200. Je vais continuer l'explication du tableau. Ceux qui ne sont pas intéressés, vous avez la barre de chapitre, la barre de lecture, juste de la vidéo, et vous avancez tout simplement à l'analyse suivante. Donc sur ce tableau, vous avez les informations suivantes. La somme investie, admettons que vous ayez mis 10 000 euros, vous l'avez indiqué sur le tableau et c'est inscrit ici. Vous avez ensuite la possession de chacune des crypto-monnaies que vous avez. Donc là, regardez, Mana, je viens de l'ajouter sur cet onglet, ça s'est également ajouté ici. Quand vous allez toutes les mettre, ça va se remplir automatiquement. Ce que vous possédez de chacune d'entre elles. Donc ça, par exemple, je vais le mettre sur cet onglet-là. Du Mana, on va dire, j'en ai 100 sur la plateforme 1, 50 sur la plateforme 2. Ça peut être Coinbase, Binance, etc. Automatiquement, vous allez avoir que là, il y a le montant qui s'affiche. La valeur que chaque crypto-monnaie représente dans votre portefeuille, donc en dollars. La valeur que vous avez, donc par exemple du Mana en dollars, là 110 dans cet exemple. En euros également, j'ai 94 euros de Mana. Le pourcentage que ça représente par rapport à la globalité de votre portefeuille ici. Donc j'ai 0,3% de Mana dans le portefeuille. C'est intéressant à savoir parce que si vous avez plein de crypto-monnaies, c'est bien de savoir la répartition de chacune d'entre elles pour savoir si vous avez trop d'Ether, pas assez de Bitcoin, trop d'une crypto, pas assez. Voilà, vous pouvez voir ça directement en un clin d'œil. Là, vous savez directement combien vous avez en euros de crypto, en dollars également. Et vous savez, ça compare ça avec l'investissement de départ et ça vous dit combien vous êtes en train de gagner ou de perdre. Ça s'affiche en rouge si vous êtes en négatif. Et là, le ROI. Donc ça vous dit donc le pourcentage de gain ou de perte que vous avez eu sur votre portefeuille avec les camemberts, tout simplement. Voilà, c'est ça que le tableau finalement vous affiche. Vous avez également l'onglet pour pouvoir indiquer tout ce que vous avez mis en euros sur le tableau. Donc vous allez dire voilà, tel jour j'ai acheté tant de crypto. Par exemple, tel jour vous allez dire j'ai acheté 2000 euros de crypto-monnaie. Et bien à ce moment-là, voilà, vous n'avez plus investi 10 000 mais 12 000. Vous allez dire tel jour j'ai vendu du coup des cryptos pour récupérer des euros. Admettons vous avez vendu 2000 euros de crypto pour récupérer des euros. À ce moment-là, vous allez dire mon portefeuille quand j'ai fait cette vente valait 27 521. C'est écrit ici en fait, ça vient chercher. Là il y a un calcul qui permet d'avoir directement ce chiffre. Vous l'écrivez ici. Ça vous dit voilà, sur les 2000 euros que vous récupérez, vous avez 1100 euros de plus-value qui sont potentiellement à déclarer. Après, c'est à vous de voir, de vérifier si le calcul correspond à vos attentes pour les déclarations. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez également un onglet avec plein de petites choses qui vous expliquent comment faire telle ou telle action. Tout est bien décrit ici. Vous avez également sous la vidéo, donc là que je suis en train de faire, tout simplement le petit plus. Vous allez aller sur le site de CryptoOrganize. Vous pouvez faire une donation ici pour obtenir le tableau sur le site, dans l'onglet donation. Vous avez également un lien où j'explique beaucoup mieux le tableau, qui vous ramène sur une autre vidéo où j'explique mieux le tableau. Vous pouvez cliquer donc sur le titre si vous êtes sur téléphone pour afficher la description et obtenir justement ces informations. J'en ai fini avec ça et je continue avec la suite. Et je commence du coup avec l'analyse de l'altcoin dominance. On voit que les altcoins sont très très forts en ce moment. Pourquoi? Parce que là vous avez un graphique tout simplement qui représente la puissance des altcoins par rapport au Bitcoin. Bon, on va faire l'historique très rapidement. 2014, les altcoins, c'était le début. Vous voyez, on était ici, le Bitcoin c'était le leader, il dominait à 95-98% de marché. Derrière, finalement, on se rend compte que avec la blockchain, on peut faire autre chose que simplement envoyer de l'argent, à savoir avec le réseau d'Ether, par exemple, créer des applications décentralisées. Derrière, l'Ether prend énormément de parts de marché. Donc derrière, on a une explosion sur les altcoins, avec effectivement un sommet qui a été atteint ici en 2018. Le retracement que l'on connaît tous, qui a fait mal à beaucoup de monde, moi compris, puisque je me suis intéressé aux crypto-monnaies quand on était ici exactement. Donc pendant cette descente, j'ai vu mon portefeuille diminuer drastiquement. Et effectivement, ce qui était intéressant, c'est que je m'étais pas mal renseigné et que j'avais commencé déjà à avoir cette vision d'achat par palier. Ce qui me permettait d'à chaque fois avoir gardé de la liquidité pour acheter plus bas. Ce qui était une bonne chose finalement, au vu du marché actuel. Je regrette pas cette décision que j'avais prise. Mais là j'investissais encore que des sommes très modestes, puisque quand on commence dans un secteur, quand on commence dans un domaine, si c'est votre cas aujourd'hui que vous voulez investir dans les crypto-monnaies mais que vous connaissez pas grand chose à la blockchain, je pense qu'il est préférable que vous mettiez vraiment des sommes très petites, que vous commenciez à vous intéresser, acheter sur des plateformes, mettre de l'argent, commencer à acheter une petite crypto, voir comment ça marche les portefeuilles décentralisés avec 20, 30, 50 euros, voir comment ça fonctionne tout ça. Et puis petit à petit, commencer à mettre des sommes un petit peu plus importantes. C'est comme ça que l'on fait de façon générale, pour rester prudent. Ici je reviens sur le graphique, donc l'altcoin dominance performe. À nouveau, donc on a des altcoins qui performent plus que le Bitcoin en ce moment, notamment depuis le mois de janvier 2021, donc depuis début d'année. On revient sur l'ancien sommet, vous voyez, qui était situé ici en 2018. Donc là, on n'a jamais eu des altcoins aussi hauts quasiment, mis à part là, mais là c'était l'Ether qui dominait plus que le reste. Donc là en fait, ce qu'on a, c'est qu'on n'a plus que l'Ether dans la partie, mais on a énormément de crypto-monnaies
qui ont des capitalisations énormes également, qui pourraient même peut-être un jour dépasser l'Ether au niveau des capitalisations. Je dis pas que ça va forcément arriver, mais voilà, c'est possible. On a beaucoup de concurrence, on a beaucoup de crypto-monnaies, on a beaucoup de projets. On n'est pas du tout dans le même contexte qu'en 2018 aujourd'hui, hein. On est vraiment sur des choses concrètes qui se développent. Donc est-ce que justement on pourrait pas imaginer une altcoin dominance finalement qui casse ce sommet à l'avenir? Moi je dis que c'est possible, hein, puisque au vu du contexte, ça serait pas étonnant finalement de voir un Bitcoin qui lui fait x1,5, x2, alors qu'il y ait des altcoins qui fassent x10, puisqu'il y a des projets qui sont novateurs, il y a énormément d'argent qui rentre dans ces projets, où il y a des solutions concrètes qui se développent aujourd'hui, hein, dans le monde et dans la vie de tous les jours. C'était pas le cas en 2018. Malgré tout, on peut quand même se poser la question de savoir, à la visualisation, hein, sur ce graphique là, quand on voit ça, est-ce qu'on peut se dire que c'est le bon moment d'acheter des altcoins? Eh bien en fait, pas vraiment, puisqu'on voit qu'on a un triple sommet et qu'on n'a pas cassé ce niveau par le haut. Il faudrait attendre effectivement que l'on vienne casser ce niveau pour potentiellement se dire que là, enfin, on a un signal très bullish et que les altcoins pourront potentiellement continuer à grimper. Malgré tout, ou alors, hein, pour acheter des altcoins, vous pourriez aussi attendre un retracement. C'est en fait parce c'est les deux possibilités, hein. Là, on est sur un point assez critique. Soit on vient finalement casser cette ligne et là, on a des altcoins qui surperforment le Bitcoin, etc. Et là, bon, voilà, c'est la folie à tous les points de vue, hein, au niveau des crypto-monnaies. Soit effectivement, là, sur la coin dominance, on retrace et à ce moment-là, on revient intégrer la zone de rechargement pour pourquoi pas aller chercher cet ancien sommet. Et là, ça risque d'être un petit peu la décadence. Et je pense que le scénario sera très lié finalement au Bitcoin. Si le Bitcoin descend, il y a des chances pour que les altcoins perdent beaucoup de valeur par rapport au Bitcoin également, et si le Bitcoin monte, effectivement c'est possible que les altcoins également s'emballent par la suite, donc ça risque d'être relativement lié, donc on verra un petit peu ce qui se passe, mais c'est compliqué de savoir si c'est bien d'acheter ou non des altcoins aujourd'hui. Alors moi, ce que j'aime bien faire dans un contexte comme celui-là, c'est finalement acheter des altcoins, c'est-à-dire par exemple s'il y a des projets qui m'intéressent, je veux absolument acquérir cette crypto-monnaie parce qu'elle me semble intéressante et tout ça, eh bien je peux aussi également l'acheter avec d'autres crypto-monnaies, avec soit du Bitcoin, soit de l'Ether, soit du BNB. On va dire 3 grosses crypto-monnaies que j'ai dans mon portefeuille qui peuvent me permettre d'acheter des altcoins. J'ai pas envie de mettre de l'argent frais en fait dans les projets, pour la simple et bonne raison que là on voit qu'on est très haut, et si demain le Bitcoin baisse, eh bien l'altcoin dominance risque de baisser également, ce qui veut dire qu'on aura des altcoins qui vont perdre énormément par rapport au dollar. Alors que si je les achète avec des crypto-monnaies que de toute façon je voulais garder dans mon portefeuille même si le marché était baissier, eh bien je limite la casse tout simplement. Voilà, je limite la casse parce que c'est des crypto-monnaies que de toute façon je hold, que je n'aurais pas vendu, et donc au final je perds simplement le pourcentage finalement qui est lié entre la paire à laquelle j'ai fait l'échange. Admettons que j'échange avec du BNB, si la crypto que j'ai acheté perd 10% par rapport au BNB, j'aurais perdu que 10% puisque j'aurais gardé mes BNB de toute façon. Enfin bon, je pense que vous avez compris l'idée générale, et je vais vous parler maintenant des 2 crypto-monnaies que j'ai acquis hier. Je les ai achetés hier, et comme je le disais, je les ai achetés avec d'autres cryptos. Je me suis pas amusé à les acheter avec des dollars ou des euros. J'ai simplement diversifié un peu plus mon portefeuille que ce qu'il était avant. La première crypto-monnaie, c'est Arbi. Donc c'est un token, un nouveau token, finalement du projet Adamant. Alors il y a peut-être des gens qui connaissent Adamant, finalement c'est une plateforme, on va aller dessus rapidement, je vous montre, où vous allez pouvoir mettre de l'argent dans des pools de liquidités, et il y a sur certaines paires un pourcentage énorme. Alors c'est quelque chose de réel, hein, c'est fiable, c'est-à-dire que ça a été audité, c'est quelque chose qui marche. Malgré tout, il y a toutes sortes de projets qui sont présentés ici, et des fois, quand vous avez des pourcentages énormes, ça peut être des projets qui sont très limites, vous voyez, avec finalement des tokens qui sont émis à volonté pour inciter les gens justement à en acheter, à le mettre dans le pool, etc. pour avoir des récompenses, et derrière, d'un coup, la crypto-monnaie crash. Donc il faut peut-être pas aller dans n'importe quel pool, hein, si vous voulez le faire, vous pouvez, c'est assez complexe, ceux qui n'y connaissent rien en finance décentralisée, à commencer par autre chose, hein, là c'est un petit peu complexe à mettre en œuvre, mais voilà, vous allez pouvoir mettre de l'argent dans des pools, et il vaut mieux le faire sur des cryptos qui sont fiables, par exemple Bitcoin, Ether, vous prenez aucun risque, et vous avez 20%, donc c'est pas mal. USDT, USDC, donc que du stable, là c'est pareil, 20%. Donc ça, ce sont des choses très intéressantes là. Et derrière, vous avez effectivement, vous pouvez trier ici par APY, et effectivement, vous avez des APY énormes ici, et je pense que c'est dangereux de se risquer sur ce genre de choses. À moins que vous ayez été à fond sur le projet, que vous avez acquis leur crypto à un prix très faible, voilà. Mais là, moi je me risque pas à faire ce genre de choses. Mais peu importe, donc c'est une plateforme qui permet de faire tout ça, de la finance décentralisée sur le réseau de Matic. Ils avaient créé leur crypto-monnaie qui s'appelle Adi. Aujourd'hui, ils ont créé une autre crypto-monnaie pour intégrer en plus du réseau Matic le réseau Arbitrum. Arbitrum, c'est une sous-couche d'Ether, comme c'est le cas pour Matic, comme c'est le cas pour la Binance Smart Chain également, qui va vous permettre tout simplement de faire des actions sur la finance décentralisée avec des frais bien moins importants
que sur l'Ether. Et pour ce lancement effectivement du réseau Arbitrum sur Adamant, eh bien ils ont créé une crypto-monnaie. Elle s'appelle Arbi, voilà. Ils ont vendu lors de la pre-sale le token 2 fois moins cher que le prix actuel, il faut en rester conscient. Cette crypto-monnaie pourrait performer puisqu'on a vu en fait la crypto-monnaie finalement du réseau Matic qui était montée jusqu'à 80$. Alors il n'y avait probablement pas le même nombre de tokens émis, etc. Donc on ne peut pas comparer les prix entre cette crypto-monnaie-là, Arbi, et celle de Adi, mais c'est simplement pour vous donner une idée. Et je connais quelqu'un qui avait investi sur cette plateforme, donc sur ce projet. Moi j'étais très réticent à l'époque, et donc cette personne que je connais a fait des gains énormes en fait. Et donc c'est pour ça que moi j'ai investi dans Arbi en espérant que potentiellement ça puisse marcher. Effectivement, je ne suis sûr de rien. Malgré tout, maintenant, c'est une plateforme qui est assez connue, qui est auditée et qui est fiable. Voilà, il faut le savoir. Donc, ça peut être intéressant finalement de le tenter. Comment ça marche? Alors, Arbi, vous pouvez l'acheter sur SushiSwap. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment faire, mais je vais vous expliquer la marche à suivre. Il y a 3 étapes à suivre. La première, c'est sur votre MetaMask, votre compte MetaMask, vous allez sur le site qui s'appelle Chainlist, que vous avez devant vous, Chainlist, vous allez taper ici dans les réseaux Arbitrum, et vous allez ajouter le réseau Arbitrum sur votre MetaMask. Vous faites Connect Wallet, et vous signez une transaction, et vous avez Arbitrum sur MetaMask. Ça, c'est la première étape, vous avez le réseau sur lequel vous allez faire la transaction, c'est déjà bien. Ensuite, vous allez du coup envoyer des Ethers sur MetaMask ERC20, sur votre réseau Ethereum ERC20, et vous allez, grâce à un bridge, les transférer sur votre réseau d'Arbitrum que vous venez de mettre en place sur MetaMask également. Et ça se fait, vous allez sur le site officiel de Arbitrum, arbitrum.io, vous allez trouver le bridge, vous connectez votre wallet ERC20 dessus, et automatiquement ça va vous proposer de déposer des Ethers pour les transformer et les envoyer sur le même MetaMask mais sur le réseau d'Arbitrum. C'est ça un bridge en fait, ça fait le pont entre un réseau d'Ethers et une de ses sous-couches, là en l'occurrence Arbitrum. Une fois que vous avez les Ethers sur Arbitrum, eh bien vous pouvez aller sur SushiSwap et automatiquement vous allez changer vos AETH, donc vos Ethers Arbitrum, par des Arbi. Là, vous allez faire sélectionner un token, vous allez coller le contrat, parce qu'il n'est pas disponible indirectement en visuel, que vous allez trouver, attention c'est très important, soit sur le Telegram officiel, soit sur le site web. Il ne faut jamais essayer d'aller chercher des adresses, même d'un youtubeur qui vous le donnerait, c'est pour ça que je ne vous le mets pas dans la description. Il faut aller sur les trucs officiels et chercher les adresses comme ça. Moi là je suis sur le Telegram officiel d'Adamant, on voit qu'ils ont envoyé ainsi un lien pour faire justement le transfert, on voit les 2 adresses, vous avez le 0 x 82 et le 0 x 9. 0 x 09, ça c'est l'adresse d'Arbi, donc vous pouvez copier ça, le coller du coup là-dessus. Bon moi je ne l'ai pas fait là parce que je suis pas connecté, mais si on se connecte et qu'on se met sur Arbitrum, effectivement on peut copier l'adresse et le Arbi apparaît. Pour finir, je voulais juste faire passer un message, faites très attention avec Telegram, il y a beaucoup d'escrocs qui peuvent venir vous parler en message privé. Sur la plupart des groupes, c'est écrit de façon régulière, les admins ils disent attention, ne répondez pas aux messages privés, etc. C'est quelque chose de très très important. Moi j'ai failli me faire avoir un jour, j'ai failli me faire voler les codes de la Ledger. J'étais encore débutant, c'était le début lorsque j'utilisais Telegram. Voilà, donc restez très prudent par rapport à ça. Je finis par vous parler de la dernière crypto, celle que j'ai également achetée hier, la deuxième. Et donc là, c'est Uniris, le trigramme de la crypto-monnaie, c'est UCO. Alors, peut-être que ça vous a pas échappé, mais Asher, effectivement, a fait une vidéo dessus il y a 3 jours. Moi, c'était un projet sur lequel je m'étais déjà intéressé, mais malgré tout, j'avais jamais passé le cap justement d'en acheter, puisque c'était disponible que sur Uniswap et des plateformes d'échange que je n'avais pas, effectivement. Et donc, je voulais pas, c'est sur le réseau d'Ether, payer des frais, etc. Malgré tout, Asher, il a donc fait une vidéo très complète en expliquant vraiment en détail ce projet. Je vous invite à aller voir sa vidéo si vous voulez en savoir plus dessus. Et ça m'a effectivement convaincu sur le fait que cette crypto-monnaie, pouvait avoir des performances intéressantes. Si on regarde le graphique et consommé sur Max, on voit effectivement qu'il existe depuis 2020 ce token, qu'il a touché un sommet ici aux alentours des 30 centimes au mois de mai 2021. Il a retracé également avec le Bitcoin par la suite pour revenir au niveau des 10 centimes. Et là il s'établit aujourd'hui à 27 centimes. Donc il n'a pas eu, voilà, c'est pas une crypto où il y a eu un engouement énorme. Il n'y a pas beaucoup de holders, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en ont acheté encore. Donc si dans quelques semaines, quelques mois, cette crypto est listée sur des plateformes plus connues, il y a de fortes chances pour que effectivement son prix explose avec. Donc on est sûr de rien, il y a toujours des imprévus, on ne sait pas ce qui va se passer. Malgré tout, moi j'ai investi. Voilà, j'ai diversifié un petit peu mon portefeuille en achetant et en rajoutant cette crypto à mon folio. À savoir que cette fois-ci, ça va être beaucoup plus simple, je vous rassure, que le token Arbi si vous souhaitez en acquérir. Il vous suffit simplement d'aller sur Uniswap,
Alors, il y a aussi des plateformes d'échange comme Bithumb Global ou des choses comme ça. Donc là, excusez-moi, je me suis trompé, c'est Uniswap. Là, j'étais sur Uniswap Info, donc il faut enlever Info. Vous allez sur Uniswap normal, finalement, vous faites Launch App, et là, vous allez tout simplement connecter votre wallet au réseau d'Ether, échanger des Ethers contre du UCO, et là, il est disponible, donc vraiment, c'est très très simple. Uniris, voilà, ajouté par l'utilisateur, parce que je l'ai déjà ajouté. Il n'a pas encore de logo, mais vous allez le trouver facilement, et si vous voulez être sûr que c'est le bon, bah là, c'est pareil, c'est encore plus simple. Sur CoinGecko, vous avez l'adresse directement ici. Voilà, vous pouvez même l'ajouter à MetaMask automatiquement. Donc là, rien de plus simple. Pour l'acheter, malgré tout, il va falloir s'acquitter des frais du réseau d'Ether. À la fois pour l'envoyer sur MetaMask et à la fois pour faire la transaction si jamais vous n'avez même pas de sous sur votre MetaMask. Mais ça peut valoir le coup, hein. Après, ça dépend combien vous voulez investir. C'est vrai que les frais sont assez importants, donc si vous voulez investir que 50 euros, peut-être que ça vaut pas le coup de payer les frais Ether. Si vous voulez investir 300 euros, peut-être que ça vaut plus le coup. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Peut-être que vous voulez peut-être attendre qu'il soit listé sur des plateformes d'échange pour l'acheter. Peut-être qu'il sera déjà beaucoup plus haut, mais voilà, on pourrait prendre le risque. Peut-être que vous voulez simplement pas en avoir parce que le projet ne vous intéresse absolument pas également. Bien sûr, j'en ai fini avec l'émission du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde.